Qui sont mes grands-parents? Qu'ont-elles vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Que m'ont-elles transmis? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Quand j'étais en 6e, je vivais encore en Angleterre. Un jour, je parlais avec mes meilleurs amis et on s'est mis à parler de nos grands-parents. Eux, ils me prenaient pour juste une Française, avec les guillemets qu'il faut à juste, bien sûr. Quand j'ai commencé à raconter mon histoire, l'un d'entre eux a ouvert les yeux très grands et il m'a dit « Mais en fait, tu viens de partout, toi ?» On a ri et le sujet a été clos pour un certain temps. Avec Kyumai, j'ai l'impression qu'on partage un peu cette sensation de venir de partout, ou en tout cas d'avoir une histoire familiale avec des ramifications inattendues. Et il y a aussi autre chose qu'on partage avec Kyumai, c'est le fait d'avoir grandi dans la périphérie de capitales européennes. Bon, j'en dis pas plus, je vais plutôt lui laisser la parole pour raconter son histoire. Je vais parler de mes grands-parents maternels dans un premier temps. Mon grand-père maternel était italien, du nord de l'Italie, de la région de Venise, et de ma grand-mère qui était donc française, de région parisienne. Donc je vais d'abord vous parler de Pierre, mon grand-père italien. Pierre est né en 1933 dans le nord de la France parce que son père a été mineur dans le nord de la France. Donc il a fait venir toute sa famille du nord de l'Italie. Donc sa femme et ses 3 premiers enfants qui eux sont nés en Italie et qui sont arrivés en France donc assez rapidement, 2 ans après que mon arrière-grand-père soit arrivé en France. À un moment où il travaillait dans une mine dans le Nord-Pas-de-Calais. Mon grand-père a un prénom français parce que à l'état civil français, il refusait les noms étrangers. Donc les 3 enfants suivants de la fratrie ont des prénoms français. Donc il s'appelle Pierre et il est allé à l'école de ses premières années en France. Donc il a appris le français à l'école avec les enfants de mineurs dans le village. Ensuite, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'aîné de la fratrie a décidé de s'engager dans les légions étrangères en France et est allé combattre en Italie dans une campagne qui est partie de la Sicile pour remonter en Calabre puis dans les Pouilles. Et mon arrière-grand-mère a décidé que toute la famille devait rentrer en Italie parce que le fils aîné était en train de combattre en Italie et que s'il était amené à disparaître, elle préférait être dans leur pays. Entre mes arrière-grands-parents, au moment où donc de l'engagement du premier fils, ils se sont posé la question, d'une part pour éviter que les enfants aillent dans les écoles mussoliniennes, donc avec les institutrices et les instituteurs mussoliniens, mais aussi parce que à Sison, donc dans leur village et dans la région d'où ils venaient, ils étaient très pauvres et finalement dans le nord de la France, du fait du travail de mon arrière-grand-père, il y avait une plus grande stabilité économique qui était plus confortable pour une famille nombreuse. Mais finalement, le choix de mon arrière-grand-mère de rentrer a été plus fort. Et donc le premier fils est mort pendant la guerre. On n'a pas su et on sait toujours pas où il est enterré. Ce qui a fait que mon arrière-grand-mère est ensuite restée pour toujours en Italie et restait dans son village. Pierre arrive en Italie puisqu'il y a jamais vécu. Il arrive en Italie à l'âge de 6 ans. Il a déjà passé un temps dans les écoles françaises. Et de ce que m'a raconté ma mère, c'est l'arrivée dans les écoles encore mussoliniennes a été très difficile. Déjà du fait qu'il a un prénom français, donc qui voulait dire que sa famille était partie d'Italie pour fuir aussi la misère et le régime politique en place aussi malgré tout. Donc ça a été très dur pour lui à l'école.
il s'est fait maltraiter par ses institutrices. Comme il parlait français, il était encore plus maltraité. Et parce qu'en plus, il parlait le dialecte de ses parents. Donc un dialecte de la région de Sison, au nord de Venise. Donc on l'a beaucoup maltraité. Il a été frappé à l'école du fait qu'il parlait pas l'italien littéraire. Et donc ce retour a été très compliqué. Et en plus, très rapidement, leur père est décédé. Donc ils se sont retrouvés seuls avec leur mère dans le village familial. Avec donc le fils aîné étant mort à la guerre. Et les 2 autres aînés, donc le 2e frère et la seule fille de la fratrie, ma grande-tante, qui eux étaient entrés en résistance dans le village et dans les montagnes qui sont juste au-dessus du village. Donc ça a été aussi un engagement de voir ses grands frères et grandes sœurs engagés dans un combat dangereux au quotidien. Donc de ce que j'ai compris, c'est que ça a été difficile de rentrer en Italie parce que c'était très simplement certainement le contexte de guerre, enfin, si on peut dire que c'est simple, quoi. Le 2e frère de Pierre s'est engagé dans le maquis en résistance, donc lui il était vraiment dans des groupes cachés dans la montagne. Il n'avait aucun contact avec la famille, autre que justement la sœur donc, qui s'appelle Renata, qui, elle, était messagère entre le village et le maquis. Elle, c'était ça son engagement, elle devait avoir 15 ou 16 ans à cette époque-là, et elle traversait les lignes entre la ville et le maquis pour envoyer des messages. Et donc voilà, c'était leur action de résistance à eux, et visiblement, ma grande-tante était connue dans le village parce qu'elle se cachait dans les fossés qui étaient de part et d'autre de la route. Et donc, elle était connue pour ça, pour être très belle et en plus faire du vélo et passer des messages à la résistance. On l'appelait la reine des fossés. Je sais pas trop la forme qu'a pris la résistance de le frère et la sœur de mon grand-père. Ça, on me l'a pas expliqué. Certainement que ça devait être comme en France, des actions politiques d'opposition à ce qui était en train de se passer du fait du régime de Mussolini, mais je saurais pas dire quelle forme ça prenait. À ce moment-là, Pierre, il a moins de 10 ans. Lui ne prend pas part à cette résistance, mais de ce que m'a expliqué ma mère, c'est qu'il en était très conscient de voir aussi sa sœur rentrer. Elle n'était plus à l'école et certainement qu'ils en parlaient à la maison. Donc certainement qu'il était conscient de ça, et aussi parce que pour le coup donc la grand-mère de ma mère, exprimait une inquiétude pour ses enfants, qui devait aussi se traduire au quotidien dans la maison pour les enfants, les plus petits enfants de la maison. Le 2e frère de mon grand-père a été arrêté par la police mussolinienne et a donc été déporté pendant la guerre. Donc il a été déporté en Allemagne. Il en est sorti du camp où il a été déporté. Pendant un certain temps, il est resté dans la maison familiale en Italie, où ma grande-tante et mon grand-père étaient donc encore là. Et très rapidement après la guerre, donc encore une fois, je ne sais pas la frise chronologique, mais lui a décidé d'aller travailler dans les grands chantiers au nord de l'Italie, mais de l'autre côté français, dans les grands chantiers du Val d'Aoste. Et il propose à mon grand-père, qui était pas majeur à l'époque, de venir avec lui pour travailler, pour aider la famille aussi, pour aider leur mère qui à ce moment-là se retrouve toute seule après la guerre, donc en grande difficulté économique. Donc mon grand-père part de Sison à l'âge de 16 ans. Il rejoint donc ces premiers chantiers-là, mais se blesse, se casse une jambe dans les chantiers,
Et donc se pose la question de qu'est-ce que je fais maintenant que je suis blessée. Il se passe quand même plus d'1 an, 2 ans peut-être, entre le moment où il arrive dans le Val d'Aoste et le moment où il décide de partir vivre en Allemagne, parce qu'il a une opportunité de travailler en Allemagne, avec son frère toujours. Il arrive à 19 ans en Allemagne, et il devient assistant d'un chef dans un restaurant. Et à 21 ans, donc 2 ans ou 3 ans après son arrivée en Allemagne, les grands chantiers d'Île-de-France commencent et la main-d'œuvre étrangère est appelée. Et une grosse partie des main-d'œuvre de chantier de la région parisienne venait d'Italie. Et donc mon grand-père se retrouve à travailler dans les grands chantiers de grands ensembles. D'abord à Saint-Denis. Il arrive à Saint-Denis, il vit à Saint-Denis dans des conditions tout à fait correctes, avec des Italiens. Et à la toute fin des années 50, donc là je raccroche le fil du temps parce qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, à la toute fin des années 50, il travaille sur un chantier à Épinay-sur-Seine. Ça je le sais parce que il travaillait sur un chantier qui était juste en face de l'appartement familial de ma grand-mère maternelle qui est Janine. Janine, ma grand-mère, donc. J'ai très peu d'éléments sur la vie de Janine. Je sais que son père a fait la guerre. Je sais qu'elle a une sœur. Je sais qu'elle a grandi dans cette ville. Janine et Pierre se rencontrent. Donc ça, c'est la légende familiale qui dit ça. Parce que, à un moment, mon grand-père, qui travaillait sur le chantier en face de la maison de ma grand-mère, l'a aperçu passer dans la rue et en est tombé amoureux immédiatement. Janine, au moment où elle rencontre mon grand-père, elle a 16 ans, elle est mineure, mais elle tombe amoureuse de lui, ils ont 10 ans d'écart. Elle vient d'une famille très croyante, catholique, donc rencontrer un homme d'autant plus étranger à ce moment-là, c'est prendre le risque de perdre sa famille, ou en tout cas de se mettre sa famille à dos. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque au moment où ma grand-mère rencontre mon grand-père, très rapidement ils se marient, parce que ma grand-mère était enceinte de ma mère. Donc, mariage précipité, mais malgré tout un mariage d'amour entre eux deux. Dès le début de leur histoire, le père de ma grand-mère a accepté que Pierre soit entré dans la famille. En tout cas, ne présentait aucune opposition au fait qu'il soit là et qu'il veuille se marier avec ma grand-mère. Et donc, de fil en aiguille, mon grand-père est rentré dans la famille et s'est installé chez eux. Donc, il continue de vivre dans la maison familiale de ma grand-mère. Par choix, aussi parce que ma grand-mère était jeune, elle était très jeune. Et parce que mon grand-père était d'accord avec le fait de vivre dans une autre famille et de retrouver un cadre familial que lui avait quitté il y a très longtemps en partant d'Italie, adolescent. Et ça s'est très bien passé puisque ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, qui était née entre-temps, donc juste après le mariage, ils sont restés chez mon arrière-grand-père jusqu'à la naissance de ma tante, donc c'est-à-dire 6 ans après le mariage de mes grands-parents. Et de ce que me raconte ma mère et des souvenirs qu'elle a, c'est que tout s'est très bien passé et qu'ils formaient vraiment une famille dans cet appartement, jusqu'à la naissance de ma tante qui a aussi concordé avec la mort de mon arrière-grand-père. Donc là, on est dans les années 60 à Épinay-sur-Seine, donc en région parisienne. Épinay-sur-Seine, comme beaucoup de villes périphériques, est une ville d'arrivée pour des populations immigrées. Typiquement mon grand-père, donc une main-d'œuvre italienne. Mais de ce que j'ai compris, et
des souvenirs que ma grand-mère remobilisait, et en tout cas racontait à ma mère, et qui m'a ensuite été raconté par ma mère, c'est que dans les années 60, beaucoup de Vietnamiens sont arrivés à Épinay-sur-Seine. C'était une ville d'arrivée de la diaspora. Donc, ma mère a été très vite confrontée à la mixité, et en tout cas à une grande variété de langues autour d'elle et de culture aussi, qui a été un point caractéristique des villes d'Île-de-France à ce moment-là, du fait de toutes ces cultures qui se rencontrent et de ces gens différents arrivés de partout. À cette période-là, Pierre travaille dans des chantiers de construction, des grands ensembles. Donc, comme il est arrivé en Île-de-France, il continue ça pendant toutes ces années. On lui propose un logement dans un des grands ensembles auxquels il a participé, donc à Gagny, qui est une autre ville du 93, où mes grands-parents s'installent. Donc Janine et Pierre s'installent avec ma mère et le nouveau bébé, ma tante, qui est née donc à ce moment-là. Donc ils déménagent tous les deux d'Épinay-sur-Seine à Gagny et s'installent dans ce nouvel appartement ensemble, cette fois-ci que le noyau familial avec les enfants. Et mon grand-père continue à travailler dans les chantiers autour. C'est aussi pour ça que ils ont déménagé, parce que Pierre était plus proche des chantiers sur lesquels il travaillait, qui était notamment un des gros chantiers d'une ville qui était à côté, qui est toujours à côté d'ailleurs, de la ville qui s'appelle Clichy-sous-Bois, où ils ont construit des milliers de logements destinés à des classes moyennes, même voire supérieures, dans une idée de peupler, d'amener une nouvelle population autour de Paris, des personnes qui viendraient s'installer ici pour travailler. Alors, je saurais pas dire quand elle a commencé son activité, mais Janine était secrétaire au Secours catholique, qui était basé à Sèvres-Babylone, dans Paris, donc en plein cœur du 6e arrondissement, si je me trompe pas. Et donc elle faisait les trajets en train entre Gagny et le centre de Paris. Donc elle prenait le métro et elle y a travaillé très longtemps. Alors je saurais pas dire combien de temps exactement, mais en tout cas ça fait partie des choses qu'elle m'a racontées très rapidement. Quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à prendre le RER pour aller à Paris, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est moi, quand j'allais à Paris et que j'allais travailler à Sèvres-Babylone et ensuite rue du Bac, j'avais pas le RER qui me facilitait les transports, il fallait que je prenne le train puis le métro, et à l'époque c'était quelque chose qui prenait encore plus de temps et c'était un voyage en soi, et aussi le voyage de la banlieue à Paris Intramuros, au cœur de Paris, où elle me racontait ses émerveillements quand elle arrivait rue du Bac et au Bon Marché, et qu'il y avait toutes ces images du beau Paris, et Paris un peu fantasmé. Quand on a grandi en banlieue parisienne. Alors je sais que Janine s'est promenée dans Paris, ou en tout cas autour de son lieu de travail, parce que elle m'a beaucoup parlé de rue du Bac, Sèvres-Babylone, le cœur du 6e arrondissement, le cœur d'un endroit finalement où on vit peu. Et je pense pas que mes grands-parents aient beaucoup divagué dans Paris, parce que peu accessible, sans voiture, ou en tout cas le réseau de transport était pas celui qu'on a aujourd'hui, et aller à Paris était une vraie expédition, j'imagine. C'est toujours le cas dans certains coins d'Île-de-France. Non, je pense que à part Janine, pas grand monde a exploré Paris à ce moment-là. Pierre, après avoir voyagé toute son adolescence, ses premières années de jeune homme, finalement s'installe définitivement en région parisienne, d'abord à Épinay-sur-Seine, puis à Gagny, et s'y installe définitivement. Et finalement, ma famille finit
par s'installer et s'enraciner dans ce territoire, puisque ma tante, ma mère ont continué de vivre ici, et que nous, leurs enfants, avons grandi au même endroit. Noclou, ma grand-mère, qu'on appelle nous Bawai, qui veut dire grand-mère en vietnamien, est née ou est supposément née entre la fin des années 20 et le début des années 30, puisque, comme beaucoup de choses dans son histoire, c'est un élément sur lequel on a un doute. Donc Bawai est issue d'une famille bourgeoise, installée dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. À cette époque, le Vietnam est sous domination française. C'est encore l'Indochine. Et ma grand-mère rentre en résistance contre les Français à l'âge de 15-16 ans. Et elle, son combat consistait à cacher des armes et à faire circuler des armes entre une cache qu'elle avait et les résistants vietnamiens qui étaient dans la ville, qui étaient autour, en tout cas dans le réseau de résistance. Ma grand-mère s'est fait arrêter par la police française. On ne sait pas quel âge elle avait à ce moment-là, mais certainement moins de 20 ans. Et elle s'est fait torturer par les Français pour avoir des informations sur le réseau de résistance. Elle a mis un point d'honneur à nous raconter aussi qu'elle n'avait jamais rien dit, que ce moment de torture ne sera jamais raconté et que nous, petits-enfants, on l'a appris parce qu'elle en a parlé que très tardivement à ses propres enfants, une fois qu'ils étaient en France et dans un contexte où tout le monde était en sécurité. De cet engagement politique, ma grand-mère a fait des choix, elle a quitté sa famille, et de cette liberté qu'elle avait, en tout cas de cette force qu'elle avait, elle a décidé de choisir son époux, puisque elle avait plusieurs prétendants à l'époque. On lui avait proposé plusieurs hommes, et elle a choisi mon grand-père, qui est donc Van Thuong, qu'on appelle donc Ong Wai, grand-père en vietnamien, qui lui, à l'époque, était aussi dans le réseau politique et militant, mais lui a décidé de rentrer en résistance et son engagement s'est traduit par une volonté de mieux armer les résistants vietnamiens. Il s'est rendu compte que les combattants vietnamiens étaient moins bien armés que les Français. Et il a eu comme volonté de se former à la chimie pour créer des solutions d'armement plus efficaces pour les combattants vietnamiens. Et en plus de ça, mon Ong Wai était photographe et a beaucoup photographié la guerre, des moments de guerre, des combattants, et a beaucoup photographié ma grand-mère aussi. Et je pense que cet engagement aussi par la photo a joué dans le fait que ma grand-mère choisisse mon grand-père. Il se marie au Vietnam. Là encore, il y a une zone de flou sur quand exactement il se marie et comment il décide de se marier, puisque l'étape suivante dont je suis au courant, c'est leur arrivée en France. Donc je pense que quand ils sont arrivés en France, ils étaient encore très jeunes, autour de 20 ans, très certainement pas beaucoup plus vieux que ça, parce que mon grand-père est venu en France pour, je pense, l'équivalent d'un master en chimie à Bordeaux où il a été accepté. Donc il s'installe à Bordeaux dans un premier temps. Donc là, le premier échelon, premier jalon d'une date qu'on a, c'est 54, l'année de naissance de mon oncle. Mon oncle est né en 54, mon père est né en 55, et tous les deux sont nés dans la région de Bordeaux. Donc on sait à peu près qu'ils sont arrivés dans ces eaux-là et qu'ils ont commencé à s'installer vraiment en France
au début des années 50. Venant tous les deux de familles assez bourgeoises, je pense qu'ils vivent assez normalement, en tout cas arrivent dans de bonnes conditions en France. Déjà, ils arrivent en bateau jusqu'à Bordeaux, ce qui veut dire que ils ont suffisamment d'argent pour voyager en bateau et arriver dans un des grands ports de France. Ils sont pas clandestins, ils arrivent tout de manière tout à fait légale sur le territoire français. Donc, par déduction, parce que j'ai pas vraiment l'info, ils arrivent en France dans de bonnes conditions. Tout ce que je sais sur cette période, c'est une reconstitution de souvenirs de mon père. À la maison, dès son plus jeune âge, beaucoup de monde passait chez eux, et beaucoup de monde qu'on appelle des tontons, des personnes qu'on pourrait qualifier de hautes placées dans le parti communiste vietnamien, et même d'autres représentants du parti communiste, d'autres personnes influentes au Vietnam, qui, quand elles étaient de passage en France, venaient rencontrer mes grands-parents, ou en tout cas venaient rencontrer ma grand-mère. Souvenirs qui ont fait se poser la question à mon père de l'importance de ma grand-mère dans le parti communiste vietnamien de l'époque, parce que ma grand-mère était la nièce du bras droit de Ho Chi Minh. Donc cet élément-là, familial, a fait que mon père et ses frères et sœurs se sont posé la question du rôle de ma grand-mère dans tout ça en France. Est-ce qu'elle avait un vrai rôle politique ? Est-ce qu'elle était une sorte d'agent du Comintern envoyé en France pour le parti vietnamien ? Tout ça, ce ne sont que des suppositions parce que personne ne nous en a parlé, mais les petites pièces du puzzle s'assemblant, la possibilité que ma grand-mère ait eu un vrai rôle politique stratégique en France pour le Parti communiste est une vraie piste de réflexion, et c'est une intrigue politique dans la famille. À la fin des études de chimie de mon grand-père à Bordeaux, lui décide de chercher du travail et trouve un travail à Paris. Et toute la famille, on Wai Ba Wai, mon oncle et mon père, déménagent en région parisienne pour cet emploi. On ne sait pas pourquoi toute la famille n'est pas rentrée au Vietnam, ou en tout cas n'est pas retournée au Vietnam suite à cette fin d'études, puisque c'était la raison pour laquelle il est venu en France, et la raison pour laquelle il était venu en France, c'était pour aider les combattants vietnamiens à avoir de meilleures armes. Donc une zone, ici encore une zone d'ombre sur le pourquoi ils restent en France et pourquoi ils rentrent pas au Vietnam. On pense que c'est parce que eux, en tant que communistes et en tant que camarades, ils étaient plus utiles en France qu'au Vietnam à ce moment-là. Et aussi peut-être certainement pour des raisons familiales, mon oncle et mon père sont nés en France, et que certainement ils avaient des meilleures conditions aussi d'éducation, de vie en France qu'au Vietnam. Et donc toute la famille déménage en région parisienne, dans le 93, à Clichy-sous-Bois. On s'est rendu compte, et ça c'est le hasard de l'histoire, que mes grands-parents vietnamiens se sont installés dans un grand ensemble de Clichy-sous-Bois qui s'appelle le Chêne Pointu. Et le Chêne Pointu, ça a été un des chantiers sur lequel a travaillé Pierre, donc mon grand-père maternel. De ce hasard, l'installation de mes grands-parents vietnamiens à Clichy-sous-Bois et l'installation de mes grands-parents maternels à Gagny ont fait que, par hasard, mon père et ma mère ont été dans le même lycée. Au moment où toute la famille arrive dans le 93, en région parisienne, le contexte politique a changé. Les Français sont partis du Vietnam et les États-Unis sont arrivés, donc l'oppresseur a changé. Et toujours comme à Bordeaux,
les souvenirs que mon père a, et en tout cas que toute la famille a, c'est toujours l'accueil des tontons et des officiels à la maison, mais aussi l'organisation d'événements à l'ambassade du Vietnam, où mes grands-parents sont présents, où ils font partie des officiels en France, en tout cas, de personnes qui accueillent toutes ces personnes importantes, hautes placées du Vietnam. Et aussi l'organisation de manifestations, beaucoup, contre la guerre au Vietnam, contre cette oppression. Et de ça, mon grand-père a fait beaucoup de photos. Donc il y a des très belles photos où on voit ma grand-mère en train de faire des pancartes avec plein d'enfants, avec plein d'autres femmes de Vietnamiens en France. Et donc, on pense, et en tout cas, on pense que à ce moment-là, mes grands-parents ont un vrai rôle politique en France, ce qui vient confirmer aussi le fait qu'on imagine qu'ils sont bien plus utiles en France qu'au Vietnam, et c'est aussi pour ça qu'ils sont restés en France dans les années 60. Il nous manque une pièce du puzzle pour savoir pourquoi ils sont restés en France et pourquoi ils étaient plus utiles en France qu'au Vietnam en étant dans le combat direct. Le rôle de représentation, en tout cas l'accueil des officiels, faisait partie de leur rôle en France. Alors je saurais pas dire pourquoi c'est plus utile ou en quoi c'était plus utile que d'être au Vietnam. Certainement quelque chose de diplomatique, quelque chose de géopolitique. Là, pour le coup, c'est un peu trop flou, tu vois, je sais pas. Quand Ba Wai est décédé, à son enterrement, donc il y avait tout un groupe de tontons, inconnus de la famille, en tout cas de toute la fratrie et de la famille. Tout un ensemble de personnes est arrivé à son enterrement, de manière très officielle, nous présentant des condoléances de la part du Vietnam, de la part... vraiment quelque chose d'officiel qui nous a mis la puce à l'oreille sur le fait que Ba Wai était quelqu'un d'important pour le pays, pour le Vietnam. Et ça a été confirmé aussi tout au long des années suivantes quand on a dit à mon père et à toute la fratrie que s'il retournait au Vietnam, il serait accueilli par les dirigeants du parti et que s'ils disaient qu'ils étaient les enfants de loup, ils auraient toutes les portes ouvertes. Donc, de fil en aiguille, en raccrochant un petit peu les pièces du puzzle les unes avec les autres, on s'interroge, ou en tout cas peut-être que ça confirme cette supposition que notre grand-mère était quelqu'un d'important. Ce qui est étonnant, c'est que à l'enterrement de Ba Wai, les personnes que nous on connaissait pas, ou en tout cas que mon père et ses frères et sœurs ne connaissaient pas, étaient là, et notre grand-père, On Wai, n'a pas dit si lui-même les connaissait. En tout cas, n'a pas exprimé grand-chose sur le fait que ces personnes étaient là. Le fait que On Wai ne réagisse pas à la présence de ces personnes a entretenu le mystère et la part de secret qu'il y avait dans l'histoire de ma grand-mère et la raison pour laquelle ils étaient en France. Je pense que certainement il y avait quelque chose aussi de volonté de garder les choses secrètes. Donc pas de réponse. Et le mystère plane toujours. Pendant longtemps et jusqu'à très récemment, quand on me posait la question de mes origines et de mon identité, la première chose que je disais, c'était que je suis d'origine vietnamienne, ce qui est juste, mais d'autres origines sont quand même dans le mélange. Certainement du fait de mon prénom aussi, de mon prénom et de mon nom de famille, qui est un nom de famille vietnamien.
jusqu'à très récemment, la part la plus importante de mon héritage et de mon histoire et de mon identité était la part vietnamienne de l'histoire de ma famille. Mais j'ai comme senti qu'il y avait une injustice pour la partie italienne et française, mais surtout italienne de mon histoire. Et le fait de savoir que mon grand-père était italien et venait d'Italie a certainement joué dans mon attachement pour le pays aussi et dans ma volonté d'y retourner et de vivre un peu là-bas. J'ai appris l'italien avec l'ambition de pouvoir discuter avec les cousins de ma mère qui vivent encore en Italie et pas leur parler anglais. D'ailleurs, ils parlent pas anglais. Donc parler italien avec une part de mon histoire, en fait, une part de ma famille et de mon identité. Et aujourd'hui, quand on me demande de quelle origine je suis et comment je m'identifie et je me définis, je dis aujourd'hui que je suis italienne et vietnamienne. Et ça a un vrai changement dans comment je me positionne et qui je suis, comment je me définis dans mon identité, dans qui j'ai envie d'être aussi. Dans ma construction personnelle, Bawai, donc Lou, a eu vraiment un rôle central. Et je pense que ça se limite pas à moi. C'est-à-dire que elle a été une figure tutélaire et de chef de famille, de femme forte, de femme résistante et résiliente pour l'entièreté de ma famille. Mais pour moi, personnellement, j'ai aussi un peu le regret d'être passée à côté de cette femme-là, parce qu'elle est décédée quand j'étais adolescente. Du coup, j'ai pas pu, moi, lui poser des questions ou rencontrer la femme qu'elle était en tant que femme, moi, en tant que jeune femme. Mais elle a une place aujourd'hui importante dans ce que je construis, ce que je reconstruis, parce que je mobilise beaucoup de souvenirs d'elle et de part de son histoire à elle pour moi avancer et déconstruire mon histoire familiale aussi. Sa part de combattante, résistante, femme qui a fait des choix radicaux, dangereux. Le fait qu'elle ait été arrêtée très jeune par l'armée, qu'elle ait été torturée, qu'elle ait revendiqué le fait qu'elle ait rien dit, a fait que j'ai toujours été très impressionnée par sa figure, par qui elle était et ce qu'elle représentait dans la famille, même en tant que femme à l'époque. Et c'est pour moi un point de repère dans la femme que je veux être, pas dans tout évidemment, mais dans le fait d'être une femme forte, résiliente et résistante, être quelqu'un de combatif et qui croit en ses idées, qui se bat pour ses idées, pas dans une forme de radicalité, puisque je vis aussi dans une autre époque et je vis autre chose. Mais tout ça me porte au quotidien dans mon engagement politique, féministe, de ce que j'ai envie de transmettre si un jour j'ai des enfants aussi. La force des choix, le fait de ne pas laisser faire les choses de manière passive et de prendre part à la construction de l'histoire. En connaissant l'histoire de mes deux familles et même l'histoire, les moments où ils sont arrivés donc en Île-de-France dans ces nouvelles constructions, et moi qui ai grandi et vécu dans la même, vraiment dans la ville à côté, j'ai été sensibilisée à ces quartiers, à la forme de cette ville, de ces villes, aux populations qui y vivent aujourd'hui, qui sont différentes. Moi, j'ai fait des études d'urbanisme, je suis urbaniste aujourd'hui.
Le hasard des choses fait que je travaille sur ce territoire-là en ce moment. Je suis très attachée émotionnellement à ce territoire. Et de fait de cet attachement, pour moi, c'est très difficile de voir que le délaissement politique évident qui s'est exprimé sur ces territoires. Les populations qui y vivent ne sont plus des populations, ou en tout cas les populations visées initialement par la construction de ces logements. C'est plutôt vraiment des classes moyennes, voire pauvres, qui y vivent aujourd'hui, contrairement aux ambitions d'attractivité de classe moyenne, classe supérieure presque. Voir que 50 ans après la construction de ces logements, de ces ensembles urbains, tout a été délaissé, que ces populations elles-mêmes ont été délaissées par les politiques, au-delà du délabrement physique de ces quartiers. Que pour faire d'aller de Clichy-sous-Bois à Paris, il faille prendre 4 transports en commun, que ça prenne 1h40. Donc 1h40 en termes de transport, c'est Paris-Bruxelles, alors que c'est à 17 km d'intramuros. Pour moi, c'est une vraie source de combat, d'engagement. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression, et je suis assez désabusée sur cette situation, que jamais on rattrapera 50 années d'abandon politique et d'abandon d'accompagnement politique et social de populations toujours immigrées. Donc, parce que c'est toujours des populations immigrées qui viennent vivre dans ces quartiers ou qui se sont installées mais qui n'en sont pas parties. J'espère malgré tout que les programmes et les projets qui sont mis en œuvre pour désenclaver et pour améliorer les conditions de vie de ces personnes et des nouvelles populations qui vont arriver auront vraiment des résultats, changeront l'image de ces quartiers et les vraies conditions de vie des personnes qui y vivent. Et j'espère qu'on continuera de parler de l'histoire de ces quartiers autrement que par des images ultra médiatiques de violence. Parce qu'aujourd'hui, attacher Clichy-sous-Bois-Montfermeil à des idées de violence, c'est réducteur, c'est porter préjudice aux personnes qui vivent là, créer des sources de discrimination à l'embauche, tout plein de chantiers sur lesquels il faut travailler et ça nourrit mon combat quotidien politique et juste en tant que citoyenne française. Et comme ma grand-mère maternelle Janine et Pierre d'ailleurs étaient dans une banlieue multiculturelle, mes grands-parents vietnamiens sont aussi arrivés dans un endroit où des gens très différents se sont mélangés, se sont rencontrés, aussi bien des populations immigrées d'Afrique subsaharienne, des Maghrébins, des Portugais, des gens venus de partout dans le monde pour travailler autour de Paris, à Paris, et que c'est un lieu où des gens qui se seraient jamais rencontrés ailleurs se sont rencontrés ici, dans des barres de logement de 15 étages, avec des familles nombreuses, et c'était un microcosme assez exceptionnel à l'époque et une vraie rencontre de l'inconnu et de l'autre en fait. Enfin, je trouve ça très beau comme... Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais je trouve que c'est un élément important de l'histoire aussi. L'histoire du monde à ce moment-là, hein, qui s'est rencontré à Clichy-sous-Bois. Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser 2 questions rituelles, 2 questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle « Passé recomposé », je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes ? Alors, je pense que j'ai dit la vérité, dans la limite de ce que je sais de cette histoire.
J'ai pas inventé de choses, j'en ai pas recréé, ou en tout cas j'ai pas enjolivé certains souvenirs, mais volontairement, j'ai décidé de pas parler de certains sujets, de certaines parts d'ombre de cette histoire familiale, qui fait aussi partie de mon histoire. Mais j'ai décidé de pas en parler parce que ça n'aurait pas apporté grand-chose dans le fil conducteur de ce qu'on s'est dit, dans l'histoire générale de rencontre de mes deux familles. C'est sincère et véritable, mais certainement qu'il y a une part aussi de fantasme, notamment sur l'histoire de ma grand-mère vietnamienne. Il y a tellement de mystères que j'ai aussi envie de croire à certaines choses. J'ai aussi envie de croire que oui, c'était un agent secret et que... Mais je l'ai pas présenté tel quel puisque c'est pas la vérité et parce que je le sais pas. Donc oui, je pense que j'ai dit la vérité. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose ? Alors, je suis pas à l'aise avec cette idée d'avoir un pouvoir qui pourrait changer une partie de l'histoire. Déjà, cette histoire est pas la mienne. Enfin, elle m'appartient pas. J'en suis le fruit après plusieurs saisons. Enfin, je suis qu'un dommage collatéral de ces histoires. Et puis, si je devais changer quelque chose, j'aurais moins de relief à l'histoire, ou en tout cas, j'imposerais moi ma propre volonté sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, je changerais rien. J'adoucirais peut-être des zones d'ombre, mais de toute cette histoire, je changerais rien. Parce que je serais pas qui je suis et mes parents ne seraient pas qui ils sont. Donc, il y aurait pas toute cette richesse. Et je suis tellement fière de cette richesse que je changerai rien. Merci à Kyumai pour ce partage. Une histoire à la fois internationale et pourtant résolument ancrée en France. Dans l'épisode suivant, on va creuser encore une histoire qui a trait à la décolonisation. Cette fois-ci, il va être question du disciple et de l'indicible. Merci à vous, auditrices, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. J'aimerais aussi ajouter cette semaine un remerciement spécial pour Pascal, qui soutient à présent Passé Recomposé sur Tipeee. Si vous aussi vous avez envie de contribuer, vous pouvez aller faire un tour sur la page Tipeee de Passé Recomposé. Le lien se trouve dans la bio du compte Instagram et du compte Twitter, que vous pouvez suivre aussi pour avoir toutes les nouvelles et quelques stories en plus. Un grand merci à Laura Bois pour le montage. Merci pour votre écoute et à bientôt.